Nous continuons avec le séminaire qui donne, vous l'avez vu, la parole alternativement à des universitaires, des artistes, des écrivains. Et aujourd'hui, c'est un écrivain, pas n'importe lequel, l'un des romanciers importants de notre temps, Tanguy Viel, romancier, scénariste, critique. Il s'est d'abord fait connaître comme romancier, avec de très nombreux romans, j'en vais en citer quelques-uns. Quasiment toute l'œuvre de Tanguy est parue aux éditions de Minuit, donc je n'aurai pas besoin de rappeler ici l'éditeur. J'en citerai donc quelques-uns de ces romans qui, vous allez voir par les titres et par leur nature, tournent près tous autour de la forme du roman policier, quelque chose qui est caractéristique de l'écriture de Tanguy Viel, l'absolue perfection du crime, qui a obtenu le prix Fénéon et le prix littéraire de la vocation, insoupçonnable, Paris-Brest. Tanguy Viel est originaire de Brest, donc c'est pas le gâteau seulement dont il est question, c'est aussi d'un trajet qu'il est question, mais sous la forme d'un roman policier qui a été adapté à la télévision. La disparition de Jim Sullivan, article 353 du Code pénal, dont on avait beaucoup parlé, vous vous rappelez peut-être, qui a obtenu 2 prix importants, le Grand Prix RTL Lire et le prix François Mauriac de la région Aquitaine. Plus récemment, La fille qu'on appelle, et puis je passe encore d'autres romans. Il y a une œuvre aussi de scénariste. Certains romans ont été tournés en film, mais Tanguy Viel a co-signé le scénario de L'Innocent, un film de Louis Garrel, avec Louis Garrel, et il a obtenu, en tant que scénariste, avec Louis Garrel, le César 2023 du meilleur scénario. Donc, bravo. Et puis, alors ça, c'est pour moi une découverte plus récente, et c'est à ce titre-là que j'ai invité Tanguy Viel ici. Tanguy Viel a une réflexion de critique et théorique sur l'art, et d'abord sur le cinéma. Il y a une réflexion sur le cinéma qui est très présent je pense, comme modèle d'écriture dans ses romans. Il y a un livre sur Hitchcock, par exemple, etc. Mais plus récemment, en tout cas, moi j'ai découvert, il y avait deux textes d'essais qui m'ont paru absolument extraordinaires. L'un qui s'appelait Iceberg, paru en 2019, et l'autre, tout récent, Vivarium, qui est paru en 2024, qui sont des textes d'essais essentiellement sur la littérature et sur la manière de vivre, comme pour un écrivain, de vivre avec les œuvres littéraires et de les lire. Et j'ai trouvé la pensée qu'il y a dans ces essais sur la littérature, leur forme aussi, tout à fait merveilleuse. J'ai été charmé, enchanté. J'avais rarement vu des textes sur la littérature aussi bien écrits, aussi clairement pensés, à la fois très profonds et puis très, très poétiques, très, très forts. Enfin, c'est des textes qui m'ont beaucoup marqué, je le dis encore devant Tanguy. Et c'est la raison pour laquelle il m'a semblé important dans cette réflexion que nous avons sur la lecture, de faire appel à un écrivain qui a justement cette réflexion sur la lecture, pour qui la lecture compte énormément, qui vit, comme beaucoup d'écrivains, il n'est pas le seul, je crois. Beaucoup d'écrivains ont un rapport évidemment particulier avec les œuvres qu'ils lisent. Mais je trouve que Tanguy Viel a cette manière, qui n'est pas si fréquente que cela, de pouvoir la dire et la penser très 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 bien dans les textes qu'il a fournis, donc en particulier dans Iceberg et dans Vivarium. Et donc voilà, j'ai demandé à Tanguy Viel d'intervenir, et je crois qu'il a intitulé son intervention « Lire pour écrire ». Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup, William. Ça m'honore beaucoup que cette présentation. Merci aussi pour cette invitation, qui elle aussi m'honore. J'ai fait le choix, en effet, d'écrire un texte d'une trentaine de minutes, après quoi nous discuterons peut-être un petit peu autour de ce que j'aurais peut-être écrit.
Et en effet, le titre, qui était au départ un titre très provisoire, puisque c'était à l'été dernier, je crois, en recevant ton invitation, que, bon, puisque le séminaire est sur la lecture, puisque j'écris, je me suis dit, lire pour écrire, ça pourrait toujours tenir lieu de premier titre, et je m'étais dit, je vais travailler, et puis quand j'aurai travaillé, je trouverai un meilleur titre. Et en fait, non. Peut-être un jour, si le texte est amené à grossir, parce que souvent ce sont des occasions comme ça aussi qui permettent de mettre le pied à l'étrier sur des sujets que jusqu'alors sur lesquels on ne réfléchit pas forcément. Peut-être ça changera, mais au fond c'est ce que je vais essayer de partager avec vous sur quelques pages, ce lien assez indéfectible, je crois, entre lire et écrire, dont je vais peut-être de manière un peu divagatoire essayer de vous faire traverser quelques étapes très personnelles. Sans doute, à l'origine, dans l'enfance, admettons, quelque chose nous manquait. Quelque chose dans la vie nous était insuffisant. Alors nous prenions la tangente, nous nous retirions discrètement, nous espérions suspendre le cours des choses pour un ailleurs qui augmenterait notre réalité. Nous demandions une vie supérieure, une vie plus large ou plus accueillante, moins rabotée peut-être. Ce fut là sans doute notre première raison de lire, intensifier la vie à peu de frais. Quelle étrange manière d'intensifier la vie en s'en retirant. À croire que ce n'était pas la vie qui nous intéressait, mais quelque chose qu'on espérait plus grand qu'elle, bigger than life, disent les Américains, et qui était peut-être, je ne sais pas, le sentiment de la vie, ou la promesse de la vie, ou la possibilité de la vie, le tout distribué en images et figures par ce don si précieux de seconde vue, dont le lecteur s'empare pour doubler le monde, et mieux encore, vivre en cette doublure. Là, dans ce lieu sans lieu, venaient se loger les 1000 latences de nos vies affectives. Prêts étions-nous à nous laisser envahir ou subjuguer jusqu'à l'oubli de soi, cet oubli qui ressemble, dans le meilleur des cas, à des noces. Qui n'a pas, à l'âge de 16 ans, écrit Ingeborg Bachmann, rencontré dans un livre ou dans un poème un jeu qu'il présumait être celui de l'auteur même et qu'il était, ou peu s'en faut, lui-même. Car ce jeu était un tu, et ce tu était un jeu. Les frontières y étaient tellement effacées, en ce premier temps de crédulité et d'enchantement, qu'on n'en venait même pas à échanger des rôles, pour la simple raison qu'on n'y voyait effectivement aucun rôle. C'est là peut-être une expérience maximisée de la lecture, surtout dans le temps de la jeunesse, de ces situations où le livre, le poème, la phrase, semble offrir un miroir si profond qu'on croit un temps se rencontrer dans l'adversité d'un personnage, dans la tension d'un narrateur, dans la douceur d'un vers. Il y a pourtant une expression dans la citation de Bachmann, une locution sur laquelle je voudrais m'arrêter. Cet alter ego dont elle parle, ce tu qui devient je, serait donc nous-mêmes ou peu s'en faut. Et il y a cela, un peu s'en faut. C'est peut-être en cette locution même que finira par résider la véritable lecture. Non plus en comblant l'écart dans un grand numéro d'illusionnistes, non plus seulement en déroulant sous nos yeux fascinés les merveilles du monde écrit, mais tandis que nous suspendons notre incrédulité, une petite voie parallèle se ferait sans cesse un chemin par lequel elle borde le texte lu et d'une certaine manière le redouble à son tour. Il faudrait dire « le livre double le monde », mais voilà que la lecture double le livre, en cette sorte de médiation au carré, dont on pourrait dire qu'elle est le véritable espace qu'habite tout lecteur, espace où, se déployant dans l'aventure, persiste cette zone, pour ainsi dire, critique de l'imaginaire, point de conscience qui ne cède pas aux sirènes et maintient à minima la limite de l'art comme mensonge. Nous connaissons le drame de Don Quichotte et les rires qu'il provoque, pour cette raison même qu'il aurait perdu ce point de lucidité en venant confondre les livres et la réalité. Nous, lecteurs, est-ce vraiment notre cas? Au fond, nous sommes peut-être plus proches de Sancho Panza. Sancho Panza, à bien y regarder, assiste aux folies de son maître, mais il hésite. Il y croit et il n'y croit pas. Il s'y perd et ne s'y perd pas.
en fonction de ce qu'il arrange, en fonction de sa fatigue ou de son entrain, marchant plus ou moins dans la combine, selon que l'imagination de son maître croise ou non ses propres désirs. En cette adhésion légèrement altérée, Sancho négocie la possibilité de se mouvoir à l'intérieur du texte de son maître et fait varier la focale de sa projection. Ce lieu de délibération mentale dont Sancho serait le siège, c'est cela peut-être qu'on peut nommer la véritable lecture, celle née d'une certaine distance qui nous maintient, en même temps que sous le charme, en un état d'éveil et finalement, mieux que d'hypnose, de consentement. Délicat équilibre donc, où, comme on dit, il faut être et ne pas être à la fois, jouer le jeu sans être dupe et lire chaque phrase peut-être comme on regarde les nuages, en y cherchant des formes qu'on sait soi-même y inventer. Vous connaissez peut-être le nom que porte cette manie de prêter des formes connues aux nuages. On appelle cela la pareidolie. Eh bien, la lecture n'est peut-être rien d'autre que cela, une pareidolie géante. Aux écrivains Quichotte de créer des nuages, au lecteur Sancho de les métaphoriser. Mais à y regarder d'encore plus près, Sancho est un cas particulier de lecteur, car son consentement ne perd jamais de vue son intérêt et il compte bien en être payé de retour. Si Sancho continue de suivre ainsi le Quichotte, il ne faut pas oublier qu'il y a derrière tous ces doutes une promesse qui l'emporte. Un jour, Sancho gouvernera une île. Un jour, Sancho connaîtra son propre royaume, un royaume directement issu de la folie livresque de son maître, mais un royaume quand même. En acceptant de suivre Don Quichotte dans la fiction, Sancho s'enfonce doucement dans la bibliothèque, et c'est à l'intérieur d'elle qu'il pense un jour gouverner. Vous me voyez venir, Sancho franchit à son tour le Rubicon, il veut sa place dans la bibliothèque, Sancho pensa, aspire à écrire. Notez que cela ne survient qu'au deuxième tome du Quichotte, après de longues et nombreuses aventures, comme si pour en arriver là, il avait fallu mariner longtemps dans la fiction d'un autre, avant de faire le pari osé que là, de ce côté du miroir, il y avait peut-être une vie plus grande, plus intense que la vie réelle. Eh bien, il me semble que c'est là, à force d'habiter dans la fiction des autres, qu'un écrivain s'éveille à lui-même, excroissance venue des livres mêmes, où l'imagination, installée depuis longtemps dans la bibliothèque, s'en affranchit doucement, mais pour ainsi dire à l'intérieur d'elle, jusqu'à voler de ses propres ailes. De ce point de vue, le désir d'écrire, en sa naissance plus ou moins soudaine et mystérieuse, serait un peu comme notre stade du miroir, celui où l'on prend conscience de cette autre présence qui n'est plus seulement le propre de la fiction qu'on est en train de lire, plus la soumission à l'imagination d'un autre, mais l'autre fiction dont on serait enfin le maître et qui se mettrait à naître à l'instar de la première. Combien de fois, lisant, mon esprit s'évade et se retrouve dans un autre livre qui n'est pas encore écrit, ayant pris sa source dans une image, une ombre, une situation. Volutes issues de la lecture se consumant dans cette fumée blanche de l'imagination et qui rappelle le rapport absolument séminal du texte lu avant son nouvel atterrissage dans l'autre fiction, la mienne, celle que je vais constituer en écrivant, mon île, qui s'appellera peut-être Lilliput ou Ouessant. Voilà donc le moment où on quitte le livre pour rêver le sien propre. On pourrait dire, comme l'oiseau quitte son nid, tout tremblant d'une nouvelle solitude au moment de se jeter dans l'air. À ce stade, il nous faut peut-être troquer la figure de Sancho Panza pour celle plus démunie, plus aventureuse en tout cas, de je ne sais quel marin exilé sur les mers, Ulysse ou Sinbad, à la recherche de cette île toujours où accoster. Car contrairement à Sancho, les contours de notre île ne sauraient nous être donnés ainsi, tout écrit d'avance par la seule manigance d'un entourage. À cet instant où on assiste en conscience à la naissance de son propre désir, on le découvre aussi dans sa nudité, dans sa panique, assis sur le sol de cette même bibliothèque, bien trop vaste encore pour savoir où aborder, elle qui semble faire tournoyer autour de nous tous les possibles. Combien de fois ai-je entendu, ai-je pensé aussi moi-même, je voudrais bien écrire, mais quoi ? Voilà donc qu'à mon tour je parcours ma bibliothèque, comme aussi bien, perdu sur la mer,
je distinguerai dans la brume quelques pointes rocheuses ou châteaux d'eau à partir desquels trianguler ma position. Et ainsi en est-il peut-être de l'écrivain avant d'écrire, de ce désir encore larvaire et sans autre prise que le nerf de la pulsion sur lequel il est branché, mais parcourant déjà la grande bibliothèque à la recherche des livres qui signaleront, par écho, par souvenir, sa présence, et détermineront peu à peu ses coordonnées, ou peut-être mieux encore son mouvement, sa vitesse, et même la forme invisible de l'astéroïde ou de l'étoile, si chère à William Marx, qu'il ne sait pas encore être. L'écrivain en puissance rêve de connaître son thème astral, et il cherche dans sa bibliothèque le livre qui n'existe pas encore, mais dont il espère pourtant que d'autres avant lui aient prophétiquement dessiné l'existence. La bibliothèque, pour le dire avec un peu d'emphase, contient les livres de 1000 prophètes annonçant la venue messianique de qui? Eh bien, disons-le avec la même emphase, de nous-mêmes comme écrivains. Il ne s'agit certes pas de tout relire, ni de revivre page à page l'aventure de la lecture, mais bien de profiter des effets de la rémanence, des vapeurs et des émanations que portent les livres lus. Je croise le nom de Dostoïevski, et aussitôt une vitesse, une urgence, une panique résonnent avec la mienne. Un personnage fait les 100 pas dans une pièce et ratiocine ses fautes, il est pour moi. Je croise le nom de Virginia Woolf. Aussitôt, je vois des êtres dont la pensée se végétalise. Je m'étiole à mon tour dans les feuilles des arbres et me perds soudain dans le trop grand ciel. Je croise Faulkner et j'entends le grondement d'un fleuve de boue qui s'avance, au loin le vrombissement d'une voiture de sport qui traverse un village. Je connais, moi, d'autres fleuves de boue, d'autres voitures qui traversent d'autres villages et que je rêve peut-être de déposer dans un roman. J'aperçois Conrad et aussitôt se dresse la silhouette taciturne d'un capitaine au bout du rouleau. Son usure, sa fatigue me vont droit au cœur. J'ouvre Kafka et me voilà aux aguets, la nuit dans une ruelle pavée, craignant l'ombre du monde adulte. Au fond, ici ou là, je sais à peine ce qui a fait mouche, par fragments, par prélèvements subtils, par déplacement et condensation. Après tout, on ne saurait oublier que toutes ces pages emmagasinées ne sont bientôt pour nous rien d'autre qu'un sfumato mental, une silhouette fumigène, un fantôme évanescent dont les contours laissent derrière eux quoi? Des mouvements, des couleurs, des formes, en une mémoire bien plus confuse, inquiétante et fragmentaire qu'il n'y paraît. Souvent même, en deçà du récit, une lumière, un ton, un climat. Mais je sais que ce sont autant de scintillements qui éclairent partiellement les contours d'un lieu où atterrir, lent passage de la pulsion à l'épiderme par sonar interposé. Au fond, et pour le dire simplement, je cherche des modèles et des affinités. Saint Jérôme le dirait à sa manière, l'état auquel on se destine a toujours ses modèles. Je ne sais si cette opération de reconnaissance est consciente chez chaque écrivain. Elle n'est sans doute bien souvent que le fruit d'une sédimentation lente et invisible, mais je veux croire qu'il n'y a pas de livre à venir qui ne soit autre chose qu'une synthèse sélective de la bibliothèque. Pour ma part, je dois dire, tout fonctionne à vue. Dans l'abîme qui précède chaque livre, il me faut, pour me mettre à écrire, en inscrire les coordonnées dans un alphabet plus précis que l'image encore intuitive et nébuleuse que j'en ai. Je n'ai pas besoin de les relire en entier, je les ouvre, il en émane aussitôt, en une phrase, un paragraphe saisi au hasard, la fractale qui me les ramène à la surface, saisi dans cette sorte de synthèse affective par laquelle m'orienter. Au fond, il me donne la clé, de sol ou de fa, sur une portée qui doit devenir la mienne. Bien sûr, il y eut un temps fondateur où les livres pénétraient plus à vif dans la chair tendre, à l'heure des premières configurations. Ce fut là que, à 18 ou 20 ans, en ces années de formation, comme on dit, chaque lecture venait s'essayer comme un vêtement que je portais, sans que j'aie encore trouvé, c'est le cas de le dire, mon style, encore ouvert à tous les vents, où les livres tombaient tous azimuts en mes mains par mille hasards et rencontres. Je me souviens, comme beaucoup d'entre nous, d'avoir vu défiler en quelques années, autour de mes 20 ans, aussi bien l'ogre Balzac que l'économe Beckett, aussi bien l'élégant Proust que le trivial Brotigan, aussi bien le capiteux Gracq que la lapidaire Duras, en autant d'enquêtes miroitantes, où chaque livre fut une des peaux d'un oignon que j'aurais pelé,
pour en chercher ce cœur qui n'aurait appartenu qu'à moi, entendre in fine les battements intimes de ma propre voix et les lueurs de mon propre paysage. J'ai rarement lu hors de ce lien d'intérêt qui noue ensemble les graines d'un monde rêvé et l'engrais fertile que proposa la bibliothèque. C'est l'heure où certains livres créent, au moment où on les lit, cette intuition que c'est ça, exactement ça, non seulement la littérature, mais ce qu'on voudrait faire. Et puis voilà qu'un mois plus tard, ouvrant un autre livre situé à l'autre bout du spectre, on se dit encore à nouveau, c'est ça, exactement ça, la littérature. Et donc c'est ça, exactement ça, ce que je veux faire. Comme la plupart des écrivains, je crois, je n'ai pas craint quelquefois d'imiter, écrire sous le souffle encore tiède d'une voix qui continuait de me parler à l'oreille. Les spirales de Thomas Bernhardt, les syncopes de Dostoïevski, les fantômes de Conrad, les impasses de Beckett. Je n'ai pas craint de n'être pas moi-même, car au fond, je savais qu'en la longue asymptote d'un apprentissage qui n'en finirait jamais, chaque lecture configurait un peu mieux les frontières de mon propre espace, les agrandissant ici, les creusant là, à mi-chemin de l'invention de soi et de la découverte des structures archaïques qui nous constituent. Car il faut le préciser, cette enquête ne se déroule jamais qu'à l'échelle de notre propre histoire, de notre propre corps, de notre propre démon. La page intérieure, le buvard sur lequel se déposent nos lectures, n'est jamais vraiment vierge. C'est pourquoi nous lisons certains livres et pas d'autres. Certains nous tombent des mains et pas d'autres. Nous préférons l'aventure à l'intime, ou bien l'intime à l'aventure. Nous sommes plutôt princesses ou plutôt ogres. Nous préférons le murmure ou l'imprécation. Nous sommes des moines ou des soldats, contemplatifs ou colériques. Nous ne le savons pas encore, mais nous ne sommes pas si larges que nous puissions accueillir indifféremment tous les livres. Nous déchiffrons le rébus dont nous sentons qu'il a ses réponses en nous, ses couleurs, ses thèmes. Ce n'est jamais un phénomène qui ferait fi de nos histoires personnelles, nos penchants, nos peurs, nos caractères, ni nos rêves d'échapper. C'est pourquoi nous trouvons dans certaines lectures, plus que d'autres, des fraternités affectives, conjoncturelles ou historiques. Par exemple, je suis né en Bretagne et je suis sensible aux univers de brume et de lande. Je me sens plus à l'aise dans le brouillard humide de Conan Doyle, dans le vent des sœurs Brontë, que dans les montagnes de Ramu ou les déserts de Juan Rulfo. Par exemple, je suis fils de la petite bourgeoisie et je suis heureux quand je vois radiographier, chez Balzac ou Simenon, les personnages de ma propre enfance. Il serait trop facile de dénier à la lecture le confort et l'importance de ces reconnaissances et ce qu'il convient d'appeler la situation du texte dont nous ne sommes jamais indemnes. Mais, même si notre histoire personnelle a configuré des univers de prédilection, même si certaines atmosphères, certaines structures de récit, certains personnages nous sont plus proches ou plus aimables, non seulement leur proximité n'est jamais une identité, mais nous savons aussi qu'à l'inverse, nous sommes capables de nous glisser dans des altérités étonnamment radicales, des mondes très étranges, des voies qui nous déroutent. Il m'est arrivé, comme à nous tous, de me sentir chez moi sous la neige de Saint-Pétersbourg, à la cour du Japon médiéval ou même sur une autre planète. En vérité, j'aime aussi les montagnes de Ramu et les déserts de Juan Rulfo. Comment cela est-il possible ? Certes, nous sommes des êtres pluriels. Certes encore, nous ne cherchons pas toujours à seulement nous retrouver, au contraire à nous fuir quelquefois, à nous réinventer même. Mais enfin, nous sentons bien, au fond de la plus profonde altérité, que quelque chose nous lie et nous appelle, une amitié souterraine maintenue en dépit de l'exogène et dont on peut sentir en nous la caisse de résonance. Mais alors, quelles sont donc les conditions de cette résonance ? Eh bien, sans doute faut-il en venir ici, tout simplement, à un certain usage de la langue. Après tout, si l'on sent que la distance ou la proximité d'un univers ne suffisent pas à justifier le lien, alors il faut s'en remettre à l'outil même qui le porte, c'est-à-dire tout simplement au langage. Ce langage qui charrie, organise, distribue par ses propres moyens, lexicaux, syntaxiques, rythmiques, le monde qu'il crée, ce langage dont il faudrait dire ici le caractère affectif, quasi thymique, et dont le visage théorique se nomme littérarité. On reconnaîtra peut-être là, notamment par l'usage de ce terme de littérarité, le moderne qui sommeille en moi, attentif à l'épaisseur propre du langage, son flux et ses stases, son économie et ses tropes, sa matérialité même, et ce souci permanent de ce qu'il donne à voir.
Et il est vrai que ce serait faire peu de cas de mon propre arrimage historique que de ne pas avouer ici cette pente personnelle qui m'a fait si souvent trouver, notamment dans la littérature du XXe siècle, cette fraternité féconde, où l'univers d'un auteur se subsume sous sa tonalité affective, où le son quelquefois compte plus que le sens, où l'émotion se donne à travers un timbre, un coulé ou un heurté qu'il déploiera, son défaut ou son excès, sa panique ou sa mélancolie, et jusqu'au grain de la voix, pour ne pas dire au bruissement de la langue. Par exemple, si je me suis toujours senti une grande proximité avec le catalogue des éditions de Minuit, c'est pour cette devise, écrite en lettres d'or par son directeur historique, Jérôme Lindon. Je cite, « Au départ, ne publier que ce que l'on entend ». Et je partage volontiers cette phrase sans modestie de Marguerite Duras lorsqu'elle disait « 90% des écrivains sont désertés par la musique ». Au fond, en découvrant sous le langage une voix, un son, une musique, cela voulait dire que ce même langage avait une épaisseur propre. Et s'il avait cette épaisseur propre, alors il dépassait l'universel reportage, proposant, garantissant même les frontières d'un espace où j'étais sûr, enfin, de ne jamais confondre les mots et les choses. En cela, j'ai toujours été sensible à tout ce qui rendait le texte à sa propre fragilité ou jusqu'à un certain point sa propre opacité, portant ce qu'il fallait d'échec, d'enquête ou de maladresse, fabriquant ainsi son monde propre et son échappée belle. Je voudrais prendre un exemple très intime en vérité, parce qu'il fut sans doute le livre qui m'ouvrit à ce sentiment et par là même à l'écriture. Un nom qui avait traîné un jour dans une conversation et que j'avais glané presque par hasard. Il s'agissait d'un livre d'Eugène Savitskaya, que je me suis empressé d'aller acheter, qui s'appelait « Mentir », et dont je voudrais lire ici le premier paragraphe. « Ces fleurs ne sont pas pour moi, dit-elle, ces pivoines, ces marguerites, ces fleurs blanches ou pourpres de cerisier, répandues sur le sol, ces fleurs écarlates, toutes ces fleurs, ces très belles fleurs, surtout ces pivoines trop rouges, ces pivoines trop blanches surtout, ne sont pas pour moi, ne seront plus jamais dans mes bras, entre mes doigts ou dans mes cheveux comme des morceaux de couleurs, ces morceaux éparpillés de couleurs vives, dit-elle doucement sans regarder personne, sans me regarder pleurer ou me pendre ou me coucher sur place dans les rosiers, sans voir son ombre posée ou déposée sur ces fleurs intouchées. Je ne demande à personne ici de retraverser l'expérience que j'ai faite il y a plus de 30 ans en lisant ces lignes, mais seulement y entendre la poétique qui s'y trouve à l'œuvre, dont on admettra, je l'espère, que la tonalité du texte, ses répétitions, son indécision presque onirique, participent de ce caractère opacifiant que j'évoquais plus haut, et en dernière instance, pour parler cette fois comme Flaubert, génère une manière de voir le monde. Cette manière ici, et pour le dire vite, fait la part belle au négatif, c'est-à-dire à l'écart qui le maintient hors de toute adhérence au monde qu'il crée. Je crois même que ce qu'il ne dit pas, ou mal, ce qu'il rate, son flottement même, sont précisément ce à quoi j'adhère. En un sens, moderne toujours, j'adhère à sa non-adhésion. Un jour donc, à l'orée de mes 20 ans, il m'aura fallu cette expérience un peu limite pour que s'ouvre devant mes yeux l'espace littéraire. En somme, je me suis trouvé soudain comme Roland Barthes lorsqu'il dit « J'ai une maladie, je vois le langage ». À ceci près que j'aurais plutôt dit « J'ai une maladie, j'entends le langage ». Aussi, à ce jeu d'affinité quasi euphonique, il est probable que certaines antipathies aient la même cause. Il y a des voix qui coincent, qui ne conviennent pas à nos tympans, ni à l'utopie qu'on se fait d'une langue partageable. Je vais prendre là aussi un exemple, plus canonique peut-être que le Mentir de Savitskaya, n'ayant en commun avec lui que son matériau autobiographique. Je veux évoquer ici les mots de Jean-Paul Sartre, dont je propose de lire quelques lignes célèbres qui concernent la mort précoce de son père. « Ce n'est pas tout de mourir, il faut mourir à temps. Plus tard, je me fusse senti coupable. Un orphelin conscient se donne tort. Offusqué par sa vue, ses parents se sont retirés dans leurs appartements du ciel. Moi, j'étais ravi. Ma triste condition imposait le respect, fondait mon importance. Aujourd'hui encore, je m'étonne du peu que je sais sur lui. Il a aimé pourtant, il a voulu vivre, il s'est vu mourir, cela suffit pour faire tout un homme. » Je voudrais bien qu'on comprenne ce que je vais dire comme une confidence plus qu'une provocation, mais voilà, quelque chose ici m'agace,
et qui n'est pas facile à saisir. Une posture d'énonciation, une tonalité là encore, mais qui semble cette fois à mes oreilles parler de trop haut, comme si le narrateur était monté en chair pour haranguer chacun, selon cette scansion musicale, car il n'en manque pas, qui trouve sa généalogie loin ailleurs, dans la pompe hugolienne peut-être, ou plus encore dans les effets de manche de Bossuet. Par exemple, du même Bossuet, je devrais dire du même XVIIe siècle, cette phrase « Je ne suis venu que pour faire nombre, encore n'avait-on que faire de moi, et la comédie ne se serait pas moins bien jouée quand je serais demeuré derrière le théâtre. » Ne me demandez pas pourquoi, c'est quasi organique, je ne me sens pas à l'aise. Mettons que je tente une explication. J'ai le sentiment que Sartre-Bossuet sait quelque chose et me l'inculque. Sartre-Bossuet écrit depuis l'adulte qu'il est ou qu'il croit être, et cela manque à mon oreille de suspension. Je dirais presque, en parlant ainsi, de cette voix un peu sentencieuse, Sartre m'infantilise. Loin de moi l'idée d'exclure Sartre de l'espace littéraire, mais puisqu'il faut bien quelquefois engager sa subjectivité, on aura compris que je suis sensible au creux, aux timidités, aux procrastinations, aux déplorations, et je ne me sens jamais aussi à l'aise qu'avec un narrateur hésitant, une langue inquiète, un regard enfantin ou passif, en tout cas en deçà de tout savoir positif sur le monde qui l'entoure, comme si seul un certain degré d'indétermination, un degré de crainte et de tremblement dont j'aurais tacitement fixé l'échelon me donnait abri. Au fond, si écrire a toujours à voir avec un burin qu'on enfonce en tremblant dans le marbre du vivant, il advient que chez certains plus que d'autres, l'urgence de cette inscription, sa nécessité maladroite, se trouve encore à vue et continue de crier fort et comme insatisfaite, de sorte que le burin ne cesse de crisser sous les voix de leurs personnages, sous les dédales de leurs intrigues, et que cliquette sans cesse quelque chose comme ce miroir de travers dont parle Kafka dans son journal. Ce sentiment eut très vite pour moi la forme d'une cascade d'événements convertis en phrases nerveuses et personnages à cran, qui m'auront fait aimer d'un même élan Balzac, Poe, Dostoïevski, et d'une manière plus générale, tous les raconteurs dont émanait de leurs livres une intranquillité devenue vitesse, faisant cavaler leurs personnages dans le vertigo toujours fangeux de leur lubie, en scénarisant plus volontiers l'échec que l'accomplissement, des écrivains qui n'eurent pas le temps de bien écrire, mus par une course à la consistance qui semblait leur échapper toujours, à eux comme à leurs personnages. Tout cela, au fond, dont on pouvait déceler, à vue sur chaque page, la guerre nerveuse qu'ils semblaient mener contre leur propre effondrement, en creux la supplique faite de leur inscription mal négociée au registre de l'existence. Voilà peut-être pour moi la porte ouverte par la lecture à l'écriture, quand le branle même d'une existence mal assurée, née de je ne sais quel complexe ou manque, quelle faute ou dette impossible à racheter, se jette à corps perdu sur n'importe quelle chose qui brille, et puis vient se cogner contre les pages du livre, et qu'alors on sente, en secouant le livre comme une boîte d'allumettes près de son oreille, que son auteur est enfermé dedans. C'est à l'aune de cette impression que j'ai toujours été moins sensible à ceux qui m'apparaissent par contraste comme de grands marionnettistes, et dont les noms, par exemple, de Hugo ou Tolstoï, me semblent être les plus éminents représentants. Sans doute leur noble naissance, comme leur tardive barbe blanche de dignitaires décorés, ne sont pas pour les dédouaner à mes yeux. En tout cas, ça m'a toujours été plus difficile de fraterniser avec eux, avec leur ton, avec leur regard si plein d'assurance, qu'ils semblent avoir toujours un coup d'avance sur leur création, à force que leurs affects se distribuent si prodigieusement comme autant de langues de feu tombées du ciel sur leurs ouvrages. Avec eux, non, on ne fraternise pas, on paternalise, ou plutôt on filialise, infiniment rejetés en arrière de leur maîtrise et de leurs vues aériennes. Quant à moi, je rêve de frères et non de pères. D'ailleurs, il est assez symptomatique, sinon normal, qu'une fois la littérature rendue à la vie civile, ce soit eux qu'à coup sûr on convoque quand est sentencieusement édictée la liste des grands hommes. Leur solidité est le gage d'un étayage de confiance, pas de miroir de travers, rien qui brinque-balle et se tienne de guingois, bref, pas de faiblesse. Les autres, apôtres en perdition, Pierre ou Judas, mes amis, mes frères, en seront pour toujours à se tenir sur les rebords du grand précipice.
Cette distinction que je tente de faire, cette hiérarchie intime et qui n'engage que moi, vous l'aurez compris, n'oppose pas les anciens et les modernes, pas plus qu'elle n'oppose les stylistes aux raconteurs d'histoire. Partout, je trouve des frères d'inquiétude et d'enfance, de méfiance et de bouderie, des narrateurs empêtrés et problématiques. En cela, je peux même sauver Sartre au-delà de mon antipathie. L'enquête qu'il mène sur sa vocation, les aveux qu'il fait de sa formation, tout cela le rend assez distant de lui-même, assez sincère ou ironique, pour ouvrir à cet espace ouvert dans lequel je peux, même gêné aux entournures, me mouvoir. J'ai lu les mots jusqu'au bout, je me suis croisé aussi quelquefois dans les interstices et les zones critiques que le texte sait ouvrir. Car c'est bien cela que je cherche partout, et pas seulement dans la littérature moderne, un sentiment critique au sens premier du terme, une crise du sens, de la vérité, de la désignation, venue féconder l'épaisseur du récit. J'ai seulement besoin que cette crise soit pour ainsi dire à vue, dans son énonciation ou dans son dispositif, de sorte que le récit, l'enquête, la plainte ou l'apprentissage mettent en scène la fragilité de sa réponse. J'ai donc un goût pour le mode mineur, celui où s'efface l'assertion, où s'ouvre le murmure, l'hésitation, l'obsession. Je me sens bien avec Ismaël, le narrateur de Moby Dick, qui se fait si petit sur le Pécode. Je me sens bien avec le Marcel de Proust, fantôme s'absentant merveilleusement de toute scène pour mieux réfléchir la matière. Je me sens bien avec Dante, si passif et fébrile jusqu'à ce que Virgile le quitte au seuil du paradis, c'est-à-dire aux 3/4 du chemin. C'est aussi aux 3/4 du chemin que Sancho Panza se retrouvera gouverneur de son île. Il aura fait un bon bout de route dans la bibliothèque de son maître, et c'est à croire que l'exercice aura été profitable, car on s'étonnera soudain de la pertinence de ses jugements. Lui qui jusqu'alors se tenait sous le joug de la légende écrite par son maître, lui qui plus encore se tenait dans une langue toute faite et pleine de proverbes, c'est-à-dire une langue entièrement écrite par d'autres, voilà qu'il se met à penser dans une langue qui lui est propre, ayant trouvé au terme de sa crédulité consentie sa propre souveraineté. Ainsi est-il possible pour moi d'écrire, guidé par ceux-là qui m'auront amené, par une série d'échos, pour ainsi dire, configurants, à me glisser à la pointe de ma propre écriture, conquérant provisoire, fier et craintif à la fois de ma souveraineté narrative. À cet instant, donc, il est à peine temps de fumer une dernière cigarette avant de se mettre à l'ouvrage, l'ombre portée de la bibliothèque maintenant dans mon dos, la remerciant d'avoir planté ses poteaux d'angle et réduit le spectre de ma propre errance, ouvert même, comme dirait l'autre, la possibilité d'une île. Bien sûr, toutes ces préférences, pour le dire comme Julien Gracq, continueront de tournoyer, fantômes et chuchotements le long de l'écriture. Mais il n'est maintenant plus temps, depuis le pont de mon bateau, de rechercher sur la côte de fraternelles amers. Il est l'heure de poser le compas sur la table à cartes et s'en aller tenir la barre. Car vient un moment où, si vous continuez à faire le point, vous n'écrirez jamais une ligne. Merci. Merci, cher Tanguy Viel, de nous avoir réservé la primeur au Collège de France de ce texte magnifique, qui est un parcours de lecture, en fait, où tu pars depuis l'enfance, et un type de lecture qui est la lecture, qu'on pourrait dire la lecture d'identification, de projection, pour arriver vers quelque chose d'autre, qui est un autre rapport au livre, qui est, comme tu l'as dit, la recherche de la voix, d'une musique, en citant ici Jérôme Lindon et Marguerite Duras, c'est-à-dire en fait le rapport à une manière d'être dans le langage et de trouver des modèles dans la bibliothèque pour une écriture à venir, à savoir que, tu l'as dit aussi, le livre que tu écris, que tu veux écrire, c'est le livre qui n'est pas dans ta bibliothèque, mais en même temps, c'est une tension. C'est un livre qui a quand même des modèles qui sont dans ta bibliothèque. Donc il y a là une tension très, 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 très intéressante. Et je te suis aussi très reconnaissant d'avoir
pris parti, c'est d'avoir donné des exemples d'un canon, en quelque sorte, le canon Vielle, Tanguy Vielle. Alors, évidemment, Don Quichotte, on le trouve au début et à la fin comme étant une sorte de fil conducteur nécessaire pour toute réflexion sur la lecture, et j'en suis très, très reconnaissant. Mais il y a, j'ai noté Dostoïevski, Woolf, Faulkner, Kafka, Thomas Bernhardt, Beckett, Balzac, Conan Doyle, et puis Moby Dick, Melville, Proust, et puis les gens dont tu es moins proche, mais au bout du compte, j'ai aimé aussi le fait que tu es dans l'hésitation. C'est-à-dire que tu n'es pas le marionnettiste que tu refuses chez les autres. C'est-à-dire que même tes jugements, tes répulsions, tu sais les modérer, en particulier sur Sartre ou Bossuet. Et j'ai trouvé ça très, très beau. Enfin, justement, ce goût même de la nuance. Je ne relève pas toutes les formules absolument magnifiques, qui font beaucoup réfléchir. Je rêve de frères et non de pères en lisant des livres ou parler du sfumato mental. Donc, je trouvais que c'était vraiment très beau, très, très profond. Alors, commençons d'emblée là-dessus, la discussion sur cette question de retrouver des modèles alors même que tu veux quand même faire un livre qui n'existe pas dans la bibliothèque. Comment tu gères ça, en fait? En fait, je pense qu'il y a peut-être ce que j'ai essayé de chercher en essayant d'écrire un peu ce que j'écris là, c'était de chercher quel était le point depuis lequel effectivement je pouvais écrire, et qui est un point quand même d'insécurité enfantine. C'est-à-dire, c'est quand même pas... Alors, là-dessus, on n'est sans doute pas tous égaux, c'est certain, c'est pour ça aussi qu'on ne convoque pas les mêmes généalogies. Mais pour ma part, je vois bien que je fonctionne avec ce qu'on appellerait en psychanalyse un surmoi très fort. Et c'est peut-être pour ça qu'à ce jeu des surmoi, certains auteurs qui sont, à n'en pas douter, les plus amples ou les plus grands, puisque quand je prends Hugo et Tolstoï, c'est certain que... Surtout Tolstoï, je dirais, parce qu'encore Hugo, c'est un peu un touche-à-tout, mais bon, c'est des endroits qui pour moi étaient tout simplement inatteignables, sans doute. Donc je me suis arrangé avec mes propres faiblesses. Et j'ai trouvé des fraternités chez des auteurs qui étaient moins... Et en fait, je ne sais pas si j'ai voulu toujours, moi, écrire le livre que personne n'avait écrit. Je pense que, toujours dans cette posture un peu enfantine, j'ai vraiment voulu... Et je crois qu'on est nombreux dans cette situation-là. En fait, j'ai voulu en être. De cette constellation incroyable qui, pour des raisons mystérieuses, nous fait rêver à l'âge de 10 ans. D'autres, c'est le football, certains, moins nombreux, hélas, quoique c'est la littérature. Mais, donc ce en être fait que il y a presque, je pourrais presque dire, il y a quelque chose de, pas de l'imposture, pas de l'usurpation, mais au fond... à 10-12 ans, si j'avais pu discrètement recopier un livre pour dire c'est moi qui l'ai fait, peut-être ça aurait pu me convenir. C'est-à-dire, après, évidemment, la question de la singularité, c'est-à-dire de devenir soi-même ou de faire enfin des livres qu'on peut signer de son propre nom et si possible être reconnu comme une voix particulière dans ce grand concert, en effet, des livres qui sortent. Et tu évoquais tout à l'heure le nombre de livres qui s'en vont au bout de 3 mois. C'est vrai que c'est terrifiant. Mais je pense que là-dessus, je l'ai un peu dit rapidement, c'est que j'ai eu confiance dans le fait que la lecture, c'est une synthèse. Et que donc, imiter, ça fonctionnait par couches, et par couches de sédimentation, et qu'en fait, ça ne m'a pas fait peur, par exemple, à 22-23 ans, de fermer Crime et Châtiment, et de me mettre à écrire et de me dire « Ah, moi, je vais écrire comme ça ». En fait, ça m'a donné l'élan. Et c'est là où j'ai besoin de frères. C'est dans le fait des écrivains qui me donnent l'élan, parce que j'entends des gens... Parce que, du coup, dans la fraternité, il y a quelque chose aussi il y a quelque chose de sanguin, justement.
dans le lien qu'on entretient avec eux. Donc c'est une autorisation à écrire aussi que permettent les frères, peut-être plus que les pères, justement. Et après, avoir cette foi dans le fait que, de toute façon, dans le pire des cas, on sera Dostoïevski moins Dostoïevski, si je puis dire. Bon. Et puis ensuite, c'est vrai que les lectures, c'est assez troublant, la puissance de la synthèse mentale pour trouver sa propre voie. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est Dostoïevski quand on vient de terminer Crime et Châtiment. Et puis 2 jours plus tard, on n'est plus du tout Dostoïevski, il y a quelque chose de soi qui est remonté, qui fait qu'on va garder quelque chose. Et c'est là où je parlais un peu de choses très très subtiles à définir, parce que c'est des climats, c'est des tonalités, c'est des ambiances, et tout d'un coup, un écrivain qui n'a rien à voir, par exemple Faulkner, dont on ne peut pas dire que le phrasé même soit comparable à celui de Dostoïevski, en fait, ils vont venir s'agréger étrangement, et tout d'un coup, si vous mettez un participe présent avec un narrateur un peu nerveux, c'est-à-dire si vous mélangez Faulkner et Dostoïevski, ben, vous obtenez ni Faulkner ni Dostoïevski, mais peut-être un petit peu de vous, parce que vous aimez bien Dostoïevski, mais vous aimez bien le participe présent aussi. Et vous pensez qu'il y a quelque chose à étirer dans le... Et ainsi de suite. Et puis ensuite, les lectures... bon, j'ai été beaucoup... C'est vrai, le catalogue moderne m'a beaucoup aidé, parce que je parlais de la question de la voix, la question du grain, la question de la tonalité. C'est vrai que la littérature du XXe siècle est particulièrement axée là-dessus. Celle du XIXe est optique, mais celle du XXe est acoustique, disons, pour dire vite. Alors, la question de la... Alors, c'est très intéressant ce qu'il vient de dire sur le fait que tu peux trouver des exemples de style même chez des auteurs étrangers. C'est-à-dire... Oui, parce que alors c'est vrai que parce qu'il y a quand même des traductions merveilleuses. Par exemple, j'évoque Dostoïevski. J'ai eu de la chance de grandir au moment des traductions de Markovitch, qui, je pense, d'ailleurs, ont fait quelque chose que peut-être je n'aurais pas perçu ou traversé de la même manière si j'avais lu Dostoïevski 10 ans plus tôt, c'est-à-dire dans les traductions qui dataient encore des années 1880. Donc il y avait un peu... Alors, quand bien même Markovitch aurait réinventé Dostoïevski, ça c'est pas grave. Et ce qu'on entend aussi dans ce que tu dis sur la voix, c'est pas seulement une question de langage, me semble-t-il, pas une question seulement de style, c'est aussi une question en fait d'éthos. Oui. C'est-à-dire de rapport à la vérité, de cette manière, oui. À l'idée, à une doctrine qui est voilà, qui est trop claire, trop rude, trop nette, trop franche chez certains, alors que d'autres sont plutôt dans l'hésitation, laissent une plus grande liberté au lecteur. Parce que tu citais le très beau texte, tu l'as très bien lu du reste, de Jeanne Savitskaya. Alors, il y a un rythme, on entend une voix, mais on entend aussi quelque chose, une sorte d'une hésitation. Donc en fait, quelque chose d'un éthos. Oui, c'est sans doute moi aussi ce qui m'a beaucoup aidé à écrire, parce que je fais toujours pas partie des écrivains qui sont, je dirais, bien dotés d'un point de vue de l'imagination. Je ne féconde pas des récits intérieurement qu'il ne me resterait plus qu'à transcrire. Ça, c'est vraiment des questions aussi de... On est, comme on dit. Et donc, en fait, tous les endroits où avec peu, on peut faire beaucoup, me touchent particulièrement. Et j'ai remarqué qu'en effet, plus le degré d'incertitude, le degré de tremblement de la vérité était fort, et plus, évidemment, les figures de style se déploient. Et je dois dire que, autant il y a le registre, il faut distinguer plein de familles, parce que la famille Dostoïevski, c'est la famille avec laquelle vont Kafka, Bernhardt, etc., ou même Beckett, c'est la famille des grandes urgences, la famille des grands paniqués. Bon, ça me touche pour des raisons les courants d'air qui traversent leurs livres, voilà. Mais c'est pas ce qui donne la question de l'éthos, vraiment. L'éthos, ce serait plutôt du côté des écrivains qui, en ne sachant pas où est la vérité, sont obligés de la fouiller dans la langue. C'est la fameuse phrase de Faulkner quand il dit écrire, c'est jamais que gratter une allumette dans la nuit pour voir qu'il fait vraiment nuit, en fait. Donc il y a quand même cette idée qu'on éclaire, en éclairant on est lucide, parce que je pense qu'il y a quand même une fonction heuristique dans l'écriture, Proust en étant
à jamais le mettre incontesté. Mais cette élucidation, elle vient aussi dire son propre défaut, évidemment. Donc c'est toujours à la frontière des deux que ce que tu appelles ethos, pour moi, c'est vraiment l'endroit où toute vérité qui se dit, en s'efforçant, et donc en se démultipliant, d'où le goût que je peux avoir aussi, bien sûr, pour la métaphore, pour l'adjectif, quelquefois pour une langue qui ne craint pas, disons, de ne pas être seulement économe. Là se trouve peut-être... et c'est un drôle de mélange, parce qu'effectivement, on ne peut pas dire que Proust et Dostoïevski soient eux-mêmes frères, si je puis dire. Mais moi, je me retrouve à l'endroit de leur écarquillement, je dirais. Voilà. Il me semble qu'ils ont un rapport écarquillé au monde. Et c'est vrai que, encore une fois, évidemment, que même je prends du plaisir à lire, évidemment, c'est Victor Hugo. Mais, comme disait l'autre, hélas. Mais c'est pas le problème, c'est juste que ce n'est pas des gens qui écarquillent quand ils écrivent. Enfin, quelquefois, ça arrive pour Hugo. Ça arrive. Tu en venais là à parler de figure de style. Oui. Quand tu parlais de la bibliothèque, il me semble que tu as surtout fait allusion à des romans. Tu as laissé de côté, même si tu as cité Hugo, mais c'était plutôt le roman de Hugo, mais tu n'as pas cité la poésie, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi présent dans ta bibliothèque et qui te sert, qui est moins fondamental que le roman? Et j'en profite de cette question-là pour quelque chose qui est extérieur à la bibliothèque littéraire. J'allais dire, ce serait la vidéothèque. Parce qu'on a beaucoup rapproché ton écriture du cinéma. Et toi-même, tu fais du cinéma. Et est-ce que tu mets au même niveau les modèles de cinéma, d'œuvres cinématographiques, que les modèles littéraires? Donc voilà, deux questions, poésie et cinéma, dans cette bibliothèque. Là, c'est vrai que j'ai essayé de répondre en romancier à ton invitation. Et parce qu'aussi, ça a constitué quand même le plus grand souci de mes 30 dernières années. Donc, bien sûr, la poésie, elle est peut-être un petit peu sur le côté, mais en même temps, elle est hiérarchiquement posée au-dessus, puisqu'au fond, elle est le lieu de la sagesse, non pas réconciliée, mais enfin, en tout cas, d'un endroit auquel je n'ai pas eu accès, parce que justement, je dirais, l'enfant inquiet qui voulait s'inscrire, qui voulait devenir écrivain, etc., il ne pouvait pas faire de la poésie, parce que pour faire de la poésie, il faut être à un autre endroit, il faut un point de consistance propre que je n'aurai jamais. Ça, j'en suis intimement persuadé, même s'il y a des poésies très inquiètes, c'est un autre endroit, c'est un autre lieu Donc je la lis avec plaisir. Voilà. Quant au cinéma, en effet, c'est devenu très vite un réservoir tout aussi important que le romanesque, mais j'ai l'impression qu'il est venu, lui, combler en fait un défaut qui est très embêtant pour les romanciers, c'est la difficulté à fabriquer des images mentales. J'évoquais le don de seconde vue dans mon texte en l'attribuant au lecteur, parce que c'est vrai qu'il nous faut bien un peu de seconde vue quand même pour fabriquer des images quand on lit, mais la vraie difficulté, et on le sait bien, c'est pour les romanciers, et on sait que les plus grands romanciers sont ceux qui ont le plus grand don de seconde vue. Le premier étant, à ce titre, Balzac, sans aucun doute, celui qu'on appelait le voyant. Et il voit. Il prend une tablée dans une auberge, il y a 30 personnages, il voit celui qui est au bout là-bas, il sait comment il est habillé, et il se représente mentalement. Ça, c'est des forces mentales que certains ont. Et à ce titre, moi, je fais plutôt partie des écrivains qui seraient... Il y a un nouveau mot d'ailleurs, il y a une nouvelle maladie qui vient de sortir. Ça s'appelle la fantaisie. Aphantasie, privatif, PH. Voilà. Pour ceux qui la vivent vraiment, je pense que c'est un gros handicap, puisque c'est vraiment l'incapacité à se représenter les choses mentalement. De sorte que, par exemple, même quelqu'un avec qui vous vivez, si la personne n'est pas là, vous ne vous représentez pas son visage. Vous avez le concept de la personne, mais pas son visage. Et tout est comme ça. Et tu souffres de ça? Comment? Tu souffres de ça? Non, justement. Si j'en étais là, je crois que je ne pourrais vraiment pas écrire. Quoique, écrire conceptuellement. Non, parce que, étrangement, il faut des années, paraît-il, pour se rendre compte de cette souffrance, en fait, ce manque, parce que le langage,
arrive parfaitement à faire le travail de compensation, si on peut dire. Si on vous dit un chien, vous ne voyez pas vraiment un chien, mais vous voyez, il y a l'idée du concept de chien, ce qui fait que ça suffit à échanger. J'en parle, là c'est d'un point de vue pathologique, mais simplement ça donne une échelle sur laquelle il me semble qu'on n'est pas tous les mêmes sur la puissance d'inscription du réel dans nos représentations mentales. Pour ma part, je vois flou. Ça vient peut-être de mon strabisme aussi, mais mes images mentales sont floues. Et j'en ai quand même. Et donc le cinéma est un grand stabilisateur, une manière vraiment de pouvoir arrêter les choses, arrêter la pensée, la formaliser en fait, la préfigurer intérieurement. Et je fabrique mes scènes de romans avec des images de films ou avec en tout cas une grammaire cinématographique, mais qui en fait appartient aussi au romanesque évidemment. Une toute dernière question pour la route. Tu parles de la bibliothèque que tu as lue, et aussi les bibliothèques que l'on construit, et que tu construis en fait. Tu y as fait allusion, c'est un éditeur, les éditions de Minuit, auquel tu es rattaché, identifié. Tu as cité Jérôme Lindon. Est-ce que cette idée de construire une collection, une maison d'édition, joue aussi un rôle? Tu as cité Beckett, des modèles, donc Savitskaya, Duras éventuellement aussi. Est-ce que ça joue un rôle aussi dans ton écriture, cette idée de participer à la construction de quelque chose? Ben, aujourd'hui, moins, parce que je commence à être de l'autre côté de la barrière, mais pendant longtemps, évidemment, ça a été constitutif dans la mesure où c'était ma constellation de lecture et que j'avais l'impression j'avais même trop l'impression d'ailleurs peut-être qu'il n'y avait que là, qu'aux éditions de Minuit, qu'on avait cette... C'était comme une petite communauté secrète, qui n'était pas secrète du tout, puisqu'elle était publique, mais un souci, je reprends toujours les mêmes mots, hein, mais une inquiétude par rapport à la vérité et au langage, qui tout d'un coup me semblait appartenir. Alors bien sûr que je trouve ça, je suis plein d'écrivains chez POL, chez Verdier, chez Gallimard, pour rester dans la littérature française, bien sûr. Mais j'ai eu longtemps ce sentiment d'appartenance à une petite famille. Et puis je suis longtemps aussi, j'ai longtemps eu, c'est toujours le cas, mais j'avais vraiment besoin d'avoir la confiance d'un éditeur qui venait me dire que ce que je faisais, en fait, ça avait un effet de validation un peu, voilà, ce catalogue étrange. Mais cette histoire, au départ, bon, au début, vous êtes content d'être chez Minuit parce que c'est Minuit, et puis en fait, au bout d'un moment, il faut faire des livres. Hein. Donc je veux dire, au bout d'un moment, c'est votre histoire, c'est plus l'histoire de vos parents ou de vos grands-parents. Et là, j'en suis là maintenant quand même. Ben, je pense que c'est une bonne nouvelle aussi quand on attend les autres livres à venir. Je crois qu'on a eu vraiment, enfin, je crois qu'on a eu là une réflexion assez passionnante sur le rapport d'un écrivain, et pas n'importe lequel, à la littérature, à la bibliothèque. Je crois que nous pouvons vraiment remercier Merci, William. fortement Merci. Tanguy Viel.